Bonjour à tous, Passion Imo, épisode 90. Alors oui, 90 épisodes. J'étais loin de me douter quand j'ai démarré cette petite aventure personnelle de créer un podcast, d'arriver un jour à autant d'épisodes. Alors j'approche de la centième. Je suis pas sûr, je vais fêter ça d'une manière particulière. Bon voilà, c'est pas mon truc, hein, les choses se font tranquillement. Bref. Épisode 90, mais disons que c'est le quatrième épisode de cette série spéciale de l'été qui est consacrée à la fiscalité immobilière. Alors si je reprends l'ordre des choses, dans un premier épisode, nous avions fait une introduction globale pour expliquer l'importance de la fiscalité en immobilier. Dans un deuxième épisode, nous avons traité la question de la location nue. Dans un troisième épisode, nous avons traité la question de la location meublée, qui est un épisode assez long parce qu'il y avait une certaine complexité à traiter cette problématique. Et là, dans ce quatrième épisode, alors c'est un choix de ma part, hein, j'ai décidé de traiter la question des plus-values immobilières. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Parce qu'il y aurait pu y en avoir d'autres. J'ai pas traité, par exemple, de la question de l'impôt sur la fortune immobilière, par exemple, parce que je suis parti du principe qu'il ne concernait pas tout le monde. Donc ça veut pas dire que c'est pas un sujet intéressant. Je le traiterai sans doute plus tard. Alors donc pourquoi? En revanche, il est très intéressant de traiter de la question des plus-values immobilières. Parce que quand on achète un bien, souvent c'est pour le revendre plus tard. Alors sauf évidemment s'il s'agit de l'habitation principale, on se pose pas la question puisque l'habitation principale elle est exonérée. Donc là-dessus ça évacue quand même une bonne partie des ventes immobilières. Parce qu'une bonne partie des ventes immobilières, quand même, repose sur l'acquisition et donc la vente d'une habitation principale. Mais pour tous les autres types de biens, on s'interroge toujours de savoir, mais je revends un bien, je vais réaliser une plus-value et compte tenu de l'augmentation constante des prix de l'immobilier, en général, on réalise le plus souvent une plus-value quand on revend au bout de 7 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il y a une question ici qui est légitime, combien je vais payer d'impôts? Alors, c'est une question qui est pas si facile que ça parce que l'imposition sur les plus-values immobilières, elle est assez complexe quand même, il faut le reconnaître. Alors une fois qu'on l'a traité, qu'on a compris les grands principes, comme toujours, voilà, il y a pas mort d'homme sur la compréhension du système des plus-values immobilières. Mais il n'est pas non plus, voilà, d'une grande simplicité. Il faut tout à fait l'avouer. Alors, pourquoi il faut s'y intéresser? Il faut s'y intéresser en fait à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est une imposition qui est assez lourde. Elle est même très très lourde. On le verra quand je vais détailler tout ça. Donc, quand on peut l'éviter ou quand on peut la diminuer, amoindrir en fait cette imposition, évidemment, on va pas s'en priver et on traitera dans l'épisode de cette question. J'ai intérêt à savoir de combien je paierai d'impôt sur les plus-values immobilières parce que ça va nécessairement venir amputer mon prix de vente. Donc c'est un gain en moins pour moi. C'est absolument une évidence. Autre point aussi à prendre en compte, ça peut permettre de se dire tiens quel est le meilleur moment pour vendre un bien. Parfois, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'attende un petit peu pour profiter de meilleures conditions fiscales pour vendre? Là encore, on verra cette question. Donc, même si c'est le notaire qui calcule le montant de cet impôt sur la plus-value immobilière, moi je pars toujours du principe que même s'il y a un spécialiste qui intervient, et je remets évidemment pas en cause le travail du notaire, s'il y a un spécialiste qui intervient pour calculer à ma place cet impôt, c'est toujours mieux que moi-même je sache où je mets les pieds avant de faire ma vente. Voilà, c'est toujours mieux pour la visibilité de n'importe quelle opération. Alors par contre, il y a une chose que j'exclus totalement dans cet épisode, c'est l'imposition des plus-values du professionnel. Ça, c'est un autre sujet. C'est par exemple le cas du marchand de biens qui achète, qui revend. Il est imposé, mais dans un cadre qui n'est pas du tout celui des plus-values des particuliers. Donc moi, je vais traiter exclusivement la question de la fiscalité des plus-values des particuliers, qui est plus avantageuse, il faut le reconnaître, que celle
des professionnels. Mais donc voilà, ça s'adresse à des personnes qui font des ventes occasionnelles, pas à titre régulier. C'est toute la différence avec le professionnel. Donc, vaste sujet. Eh ben, c'est parti pour ce quatrième épisode de notre série spéciale de l'été, spéciale fiscalité immobilière. Alors, nous sommes partis sur cette présentation des plus-values immobilières du particulier. J'insiste bien encore une fois là-dessus, qu'il n'y ait pas de méprise à ce sujet. Évidemment, je pense que je traiterai de la question des plus-values immobilières des professionnels plus tard. C'est une question extrêmement intéressante, notamment quand on veut embrasser l'activité de marchand de biens. On se doute que la question, elle risque d'être épineuse. Mais on laisse ça de côté pour l'instant. Alors, j'ai un certain nombre de schémas, etc. Qui sont évidemment dans la version audio podcast. Il n'y a pas les schémas. Si vous voulez suivre exactement le même épisode avec les schémas explicatifs, il faut aller sur la version YouTube de cet épisode. Alors pourquoi on s'intéresse autant à cette fiscalité et pourquoi il est extrêmement sensible de savoir où on met les pieds ? C'est parce que elle est forte. Oui, je vais commencer presque à l'inverse de ce qu'on fait habituellement. Je vais tout de suite dire à combien on est imposé dans le cadre des plus-values immobilières. Tout d'abord, on a une imposition forfaitaire à 19%. Alors c'est intéressant. 19% de taxation forfaitaire. Ça veut dire ça que je vais la payer quel que soit mon niveau de revenu. C'est-à-dire que ceux qui imagineraient, par exemple, que ne payant pas d'impôt sur le revenu ou payant peu d'impôt sur le revenu, passeraient un petit peu entre les mailles du filet, pas du tout. Ils seront imposés de la même manière sur la vente de leurs biens immobiliers. Alors il y a une forme d'injustice quelque part ici, c'est-à-dire que vous soyez milliardaire ou que vous soyez sans trop d'argent et que vous vendez un bien immobilier, vous allez vous retrouver avec ce même type d'imposition. L'imposition ici n'a aucun lien avec le revenu du contribuable. Donc on a cette première imposition forfaitaire à 19%, à laquelle on va ajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Ça c'est un grand classique, mais l'addition des deux, ça nous fait 36,2% d'imposition. C'est beaucoup. Et donc, on voit bien que notre cheminement, ça va être de bien comprendre quelle est cette fiscalité de la plus-value immobilière. Alors non pas pour y échapper illégalement, c'est pas du tout le discours que je tiens en général, évidemment, pas pour y échapper, mais plutôt pour voir s'il n'y a pas des moyens d'amoindrir tout ça. Alors, on va regarder évidemment ce fonctionnement pas à pas. Quelques bases quand même. Quelques bases parce que pour bien comprendre comment fonctionnent ces plus-values immobilières et peut-être déjà pour balayer certaines idées reçues. La première, c'est qu'en fait, la vente d'un bien immobilier, quand on est un particulier, le produit de la vente ne va pas s'ajouter à son revenu annuel. Ça peut sembler une évidence, mais parfois j'ai la question de personnes inquiètes qui disent « Oui, je vais vendre ma résidence secondaire. Est-ce que ça ne va pas alourdir mon revenu de l'année ? Est-ce que je ne vais pas payer plus d'impôts sur le revenu ?» Pas du tout. Aucune influence sur l'impôt sur le revenu. L'impôt sur la plus-value immobilière, il est complètement déconnecté de l'impôt sur le revenu. C'est une fiscalité à part qui va s'appliquer. Donc c'est le principe justement de la fiscalité des particuliers. Ensuite, deuxième principe, c'est un impôt qui est payé par le vendeur. On s'en doute, ici il n'y a pas spécialement d'originalité, on se doute bien que ce n'est pas l'acquéreur qui va se retrouver à payer un impôt sur la plus-value immobilière. Ensuite, c'est un mécanisme fiscal relativement
complexe. On va pas se le cacher. C'est-à-dire qu'un néophyte qui voudrait aller comprendre le fonctionnement des plus-values immobilières, bon, bien évidemment, il y a de la littérature qui existe, il y a des livres, il y a tout ce qu'on veut. Il faut reconnaître que pour quelqu'un qui est un petit peu en dehors de la connaissance fiscale de base, bon, il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'avérer un petit peu complexes, hein, on va pas se le cacher. Et on ne fait pas toujours l'effort, en fait, de regarder, d'examiner comment fonctionnent ces plus-values immobilières, pour une raison simple, c'est pas nous qui la calculons, c'est le notaire qui va la calculer, et en général, c'est prélevé sur le prix de vente du bien. Donc, quelque part, alors je dis pas que c'est une manière de glisser la poussière sous le tapis et qu'on s'en préoccupe pas, mais il peut y avoir cette tentation-là de se désintéresser un petit peu du mécanisme, en tout cas dans ces détails. Il y a des biens immobiliers qui sont exonérés. Alors, je vais pas mal insister là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Pas tous, alors, il y en a un, hein, principalement. Hein, c'est justement l'habitation principale. L'habitation principale, elle est exonérée. Voilà. Quand je revends mon habitation principale, je sais que quel que soit le niveau de la plus-value que je réaliserai, eh bien, je ne paierai pas d'impôt. Alors, comme la vente de l'habitation principale, ça représente à peu près, alors évidemment, c'est toujours des statistiques à prendre avec des pincettes, hein, c'est pas aussi exact, mais ça représente plus des 2/3, en gros, des ventes de biens immobiliers en France. Bon, donc on en conclut que 2/3 des ventes environ des biens immobiliers en France échappent à cette fiscalité sur les plus-values immobilières. Autre point, et c'est la logique, là encore, de cet impôt quand il a été créé. Il a été créé dans les années 75. Donc c'est un impôt maintenant, voilà, qui date, hein, il a une cinquantaine d'années. Moi, je me souviens toujours quand cet impôt a été créé. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir. Mes grands-parents, voilà, ce souvenir d'un dimanche où ça hurlait, façon de parler, mais disons, c'est un impôt qui n'a pas été très bien accueilli, en fait, hein, alors, les impôts sont en général pas très bien accueillis, mais celui-là, particulièrement, ne l'a pas été. Quand il a été mis en place. L'idée fiscale ici, c'est si on revend rapidement un bien immobilier, on est pénalisé. L'idée, on part du principe que le particulier, quand il achète un bien, alors son habitation principale, le problème, il est réglé. Quand il achète une résidence secondaire, quand il achète un bien pour le louer, il le fait pas pour réaliser des opérations, des coûts immobiliers. Il le fait en général parce qu'il souhaite conserver son bien suffisamment longtemps. Et donc, de là, on va plutôt avantager celui qui garde son bien longtemps. Et on verra qu'il y a un mécanisme particulier qui a été mis en place et qui fait que plus je vais garder mon bien longtemps avant de le revendre, et moins je vais être pénalisé sur le plan fiscal. Bon, c'est la logique. En même temps, ça révèle aussi que les particuliers conservent, pour l'essentiel, ils conservent les biens immobiliers suffisamment longtemps aussi dans leur pratique de constitution d'un patrimoine. Donc on va avoir un système d'abattement qui va être mis en place, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ce système d'abattement pour durée de détention fait que plus vous gardez votre bien longtemps et plus vous allez avoir un impact sur le calcul de votre plus-value immobilière. Il est calculé par le notaire, cet impôt, je l'ai déjà dit une ou deux fois depuis que j'ai démarré l'épisode, donc je le répète. Donc il y a cette tentation peut-être de ne pas s'y intéresser autant que cela, de pas mettre les mains dans le cambouis, de pas ouvrir le capot de la voiture pour voir ce qu'il y a dessous en se disant de toute façon c'est le notaire qui va calculer. Oui, je verrai à un moment donné, et je vous donnerai un exemple précis, il est peut-être préférable parfois de s'y intéresser quand même avant. Alors, comment c'est taxé ? Je vais être dans un premier temps très simple. Voilà, puis après j'irai dans le détail. Qu'est-ce qui est taxé en fait ? On va prendre le prix de vente, normal, et déjà on voit qu'il va y avoir un traitement qui va s'opérer puisque notamment si je vends mon bien par l'intermédiaire d'une agence immobilière, je vais pouvoir enlever au prix de vente les honoraires facturés par l'agence, ce qui
évidemment, si je fais ça, va diminuer d'autant le montant de la plus-value et donc l'impôt que j'ai à payer. Donc en fait, je ne suis pas du tout pénalisé si je passe par une agence puisque les honoraires ici pourront être enlevés du prix de vente. À ce prix de vente, je vais enlever le prix d'acquisition. Alors peu importe, hein, si j'ai acheté le bien il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, je vais reprendre le prix d'acquisition initial et je vais l'enlever au prix de vente. Et là où c'est intéressant, là pareil, un peu plus tard je vais développer un peu plus cette question-là, au prix d'acquisition, j'ai le droit d'ajouter tous les travaux que j'ai réalisés, mais avec des conditions, bien sûr, tous les travaux que j'ai réalisés pendant toute la durée où j'étais propriétaire de ce bien. J'ai fait une piscine, je vais pouvoir ajouter le prix de la piscine. J'ai fait à un moment donné une rénovation d'ampleur, je vais pouvoir ajouter ce prix, mais on verra que je ne peux pas tout ajouter dans ces travaux. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça signifie que les travaux qui auront été réalisés sur ce bien, ils vont venir s'ajouter au prix d'acquisition, et donc, mécaniquement, ils vont diminuer le montant de ma plus-value. Dans le détail, c'est un petit peu plus complexe, j'y reviendrai après, mais déjà, voilà, ça permet de comprendre les grandes lignes de ce qui est taxé. Et je vais encore enlever autre chose une fois que j'ai fait ça. Alors là, on va être sur du traitement purement fiscal. Je vais enlever les fameux abattements pour durée de détention que je vous expliquerai, qui font que plus je vais conserver mon bien longtemps et moins je vais être imposé. Alors on a ce petit traitement fiscal basique pour l'instant. Et une fois que j'ai fait ce calcul, qu'est-ce qui se passe ? J'ai déterminé comme ça ce qu'on appelle ma plus-value taxable. C'est sur cette plus-value taxable que l'on va appliquer les deux taux que je vous ai indiqués tout à l'heure, à savoir ce taux forfaitaire de 19% et les prélèvements sociaux de 17,2%. Voilà. Donc, voilà, dans les grandes lignes, comment fonctionnent les plus-values immobilières. Je pourrais m'arrêter là. Et à la limite, ne serait-ce que ce que je viens de vous expliquer, peut permettre d'avoir une bonne compréhension quand même du système global. Et là, évidemment, on ne va pas s'arrêter là parce que l'objectif, c'est de vous permettre de calculer à peu près, je dis bien à peu près, ce que vous auriez à payer comme impôt sur les plus-values immobilières. Il y a des grandes étapes dans ce calcul de cet impôt. Je vais essayer de les reprendre de manière extrêmement méthodique et claire. Quelles sont ces grandes étapes ? 1, on regarde si l'opération que je réalise, c'est une opération exonérée. Je vais revenir là-dessus. On va voir qu'il y a un certain nombre d'opérations exonérées. Alors, il y en a certaines qui sont formulées de manière un petit peu, quand on les lit, c'est un peu attractif. On se dit, ah chouette, tiens, je suis sans doute dans le cas d'une opération exonérée. Puis on verra que oui, il y a souvent des conditions pour bénéficier d'opérations exonérées. C'est pas si simple que ça. Ensuite, une fois qu'on a regardé si mon opération ne figurait pas dans la liste de ces opérations exonérées, on va avoir ce que l'on appelle les opérations concernées. C'est ce qui reste. Et à ce moment-là, on a passé le tamis, si je peux me permettre l'expression, il va rester mon opération qui, elle, va être imposée dans le cadre des plus-values immobilières. Troisième étape, qui est peut-être la plus importante et la plus complexe, il faut le reconnaître, je vais avoir la possibilité de majorer mon prix d'acquisition. Là, on va être purement sur du traitement fiscal. C'est ce que j'ai expliqué il y a 2 minutes en disant, à mon prix d'acquisition, je vais pouvoir ajouter le montant de mes travaux. Mais pas que, il y a d'autres choses que je peux ajouter. Et je ne vais pas m'en priver. Tout ce que j'aurai le droit d'ajouter, évidemment, je vais le faire parce que c'est ça qui va, au final, diminuer mon montant d'impôt sur les plus-values immobilières à payer. Ensuite, quatrième étape, une fois que j'ai majoré mon prix d'acquisition, je vais diminuer mon prix de cession. Et on verra qu'il y a, là encore, il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir venir en diminution de ce prix de cession. Bon, pas 50 000, malheureusement, mais cela dit, les quelques éléments que je vais pouvoir enlever à mon prix de cession, je ne m'en priverai pas. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je déterminerai ma plus-value brute.
Alors parfois tout le monde n'appelle pas nécessairement du même intitulé plus-value brute et plus-value nette. Bon, peu importe. Moi je l'intitule ici plus-value brute pour qu'on comprenne bien qu'ensuite il y a une autre opération une fois que j'ai fait ça. La dernière opération, c'est celle qui là encore permet de réaliser une grosse économie souvent sur l'impôt à payer. C'est ce qu'on appelle les abattements pour durée de détention et qui vont m'amener ensuite directement au calcul de l'impôt. Alors oui, je vous mentais pas quand je vous disais il y a 10 minutes que le calcul des plus-values immobilières il n'est pas si simple que ça. Voilà, il y a toutes ces étapes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces étapes une à une. Oh, il y en a qui sont extrêmement simples et puis certaines qui vont appeler un petit peu plus de commentaires. Première étape, c'est de mettre en évidence les opérations exonérées. Alors, il y en a un certain nombre. La première, c'est la vente de la résidence principale. J'en ai déjà parlé. Je vais dire un mot juste après sur la question de la résidence principale, mais voilà, il n'y a pas à tortiller. Si je revends mon habitation principale, ma résidence principale, quel que soit le montant de la plus-value que je réalise, je serai exonéré d'impôt sur ces plus-values immobilières. Deuxième opération qui est exonérée, c'est les biens détenus depuis au moins 30 ans. Pourquoi? Parce que par le système en fait du calcul des abattements, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un bien que vous détenez depuis au moins 30 ans, vous n'avez plus ni impôts ni prélèvements sociaux à payer, et donc voilà, vous êtes tranquille, vous ne paierez pas non plus d'impôts sur les plus-values immobilières si vous patientez 30 ans pour revendre votre bien. Alors, 30 ans, c'est beaucoup quand même. Voilà, faut quand même patienter un certain temps avant d'être exonéré totalement sur n'importe quel bien. Ensuite, dans les opérations exonérées, il y a ce qu'on appelle la première vente d'un logement autre que la résidence principale. Alors, celui-là, je vais en dire 2 mots juste après, parce qu'en fait, ce que je vais faire, je vous cite là les des principales opérations qui sont exonérées, et je vais en prendre quelques-unes que je vais décortiquer un petit peu plus, parce qu'elles méritent quand même qu'on s'y attarde. Et celle-là, je vais la décortiquer parce que celle-là, elle est souvent incomprise. Quand on la lit comme ça, et c'est parfois le cas quand on lit dans certains magazines des articles consacrés aux plus-values immobilières, on voit, oui, la première vente d'un logement autre que la résidence principale est exonérée d'impôt sur les plus-values immobilières. On se dit, chouette, moi, j'ai jamais vendu de bien autre que ma résidence principale. Donc, la première fois que je vais le faire, je vais bénéficier d'une exonération. Oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des conditions assez précises et très restrictives pour pouvoir bénéficier de ce type d'exonération. Il y en a une autre, c'est les biens dont le prix de vente ne dépasse pas 15 000 euros. Alors, ce qui est un peu problématique, c'est que ce plafond à 15 000 euros, il est bloqué depuis très longtemps. Donc, il n'y a plus beaucoup de biens qui se retrouvent en dessous de ce seuil. Voilà, sauf si vous revendez une place de parking pour laquelle, par exemple, vous avez réalisé une plus-value, même une plus-value importante. Voilà, la revente, si elle ne dépasse pas 15 000 euros, elle ne sera pas assujettie sur les plus-values immobilières. Et donc, une place de parking revendue à 15 000, on est dans un certain nombre de villes encore en France sur des prix sur des parkings qui est quand même encore en dessous, voire largement en dessous de 15 000. Alors évidemment, dans des villes comme Paris, Lyon, etc., c'est déjà un peu plus compliqué de trouver une place de parking à 15 000 euros. Autre point intéressant, c'est les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'une carte d'invalidité qui vont rentrer dans les cas des opérations exonérées du paiement de l'impôt sur les plus-values immobilières. Nous avons les personnes qui résident dans un établissement social ou médico-social d'accueil de personnes âgées ou d'adultes handicapés, en EHPAD principalement. Voilà, alors ça, je ferai un petit point là-dessus, parce que c'est pareil, quand on lit ça, on se dit oula, c'est super, ça peut englober un certain nombre de conditions. On va voir, c'est assez restrictif là encore. Et oui, c'est un petit peu tout l'intérêt
de savoir où on met les pieds et notamment de connaître certaines des conditions de fonctionnement de ces exonérations pour savoir si on est dedans ou pas. Pas à peine de rêver si on n'est pas dedans et puis d'attendre la signature de l'acte de vente chez le notaire pour savoir si on sera en dehors ou à l'intérieur des clous ici. Et puis, la dernière grosse exonération, c'est l'exonération en faveur des cessions réalisées au profit du logement social. Alors, c'est un petit peu particulier, c'est un peu technique. Je traiterai pas cette question ici. C'est tout simplement quand vous vendez, par exemple, un bien qui va être acheté, par exemple, par un promoteur et qui va souhaiter y construire un logement social. On peut bénéficier d'une exonération sur les plus-values qui est une exonération assez importante. Alors, on va prendre quelques cas d'exonération, mais avant, je voudrais traiter d'un point qui est un point extrêmement sensible, qui est celui de la vente de la résidence principale. Puisqu'on sait que la vente de la résidence principale est exonérée, souvent j'entends des gens dire « Ah bah oui, alors c'est pas compliqué. Ma résidence secondaire que je souhaite vendre quelques mois avant de la revendre, je vais la déclarer comme résidence principale. Et à ce moment-là, je la revends. Je vais bénéficier de l'exonération sur les plus-values immobilières et au moins, voilà, je suis tranquille. » Bon. Alors évidemment, on se doute que sur une question comme ça, les impôts ont quand même pas mal réfléchi à la question et sont un petit peu embusqués. Donc il faut faire ici attention à ça. Donc moi je pose la question simplement de manière très simple. Est-ce que c'est si facile que ça de déclarer un bien, quel qu'il soit, en résidence principale ? Non. Parce qu'en fait, les impôts, sans doute que vous vous en doutez, mais moi je vais vous le confirmer, les impôts sont tout à fait à même de vérifier si le bien que vous avez déclaré, comme ça, exceptionnellement, quelques mois avant la vente, c'était bien votre résidence principale. Donc les impôts, ils peuvent contrôler l'effectivité de ce bien comme étant une habitation principale. Et comment ils font ? C'est pas bien compliqué. Ils vont vous demander de justifier que le bien que vous vendez, c'était bien votre habitation principale. Comment ? Tiens, par exemple, est-ce que vos enfants étaient bien inscrits à l'école, à proximité de ce bien dont vous prétendez que subitement, il devient votre résidence principale ? Ou bien est-ce que c'est proche de votre lieu de travail ? Alors c'est plus difficile peut-être aujourd'hui avec la question du télétravail, où il peut y avoir là effectivement une grosse différence entre le lieu de l'habitation principale et le lieu où vous travaillez sans que ça pose véritablement de problème. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que les impôts sont tout à fait habilités à vérifier cette effectivité. Et alors là, c'est presque l'élément ultime pour lequel il sera difficile quand même ici de passer outre. Les impôts peuvent vous demander des factures d'électricité, de chauffage ou d'eau qui montrent la réalité de l'occupation de ce bien. Donc résultat, si vous avez déclaré de manière, on va dire illégale, une résidence secondaire dans laquelle vous n'allez jamais et que vous prétendez que c'est votre habitation principale, ça va être compliqué, si vous n'y mettez jamais les pieds, de démontrer par des factures d'électricité, de chauffage ou d'eau que vous y avez passé un temps suffisant, comme si c'était votre habitation principale. Donc attention à ça. Moi, je déconseille en général très vivement d'essayer de passer entre les gouttes ici, parce que derrière il y a quand même des outils pour les impôts qui leur permettent de contrôler. Et on le voit bien avec du contentieux devant le tribunal administratif, voire devant le Conseil d'État, que sur des questions comme ça, il y a des contribuables qui ont voulu, je pense à un cas en particulier, bon, je ne vais pas développer ici, j'ai pas le temps, mais un cas d'un contribuable qui a voulu se battre contre les impôts jusque devant le Conseil d'État sur cette question-là. Bon, il n'a pas obtenu de gain de cause, mais on voit bien que c'était quelqu'un qui n'était pas de bonne foi. C'est très très clair. Donc attention à ça. Je voulais absolument en parler parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur une manière éventuellement de détourner cette déclaration concernant l'habitation principale.
Dans ma petite liste des opérations exonérées, je vous ai parlé aussi de la première vente d'un bien autre que la résidence principale. Et en disant, ouais, souvent quand on lit ça, bon, on est un peu joyeux parce qu'on se dit, tiens, ça va permettre un certain nombre de choses assez intéressantes. Bon, attention, parce que il y a des conditions, hein. La première, c'est que celui qui vend ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 dernières années qui précèdent la vente. Donc c'est quelqu'un qui était soit résident chez quelqu'un, soit qui était locataire. Donc vous voyez, déjà, ça pose un petit peu le truc. Ça veut dire qu'en fait, il va vendre un bien il va vendre un bien et lui-même n'était pas propriétaire de son habitation principale. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il doit obligatoirement réutiliser le prix de cession de ce bien dans l'acquisition ou la construction d'un logement qui va devenir sa résidence principale. Et au moment où il fait l'opération devant un notaire, il va devoir attester que le prix de vente, il le réutilisera obligatoirement pour cette destination. Et il a 2 ans pour le faire. Donc on voit que cette fameuse condition de première vente d'un bien autre que la résidence principale, il est très encadré, il est très restrictif et que voilà, ça met quand même les opérations dans une niche assez particulière. Ça concerne qui principalement? Quelqu'un qui est locataire de son habitation principale, qui possède d'autres biens et qui va les vendre. Enfin, qui va en vendre un, en tout état de cause, qui va en vendre un et qui réutilisera la vente de ce bien pour acheter son habitation principale. Donc, on va être honnête, ça ne concerne pas des dizaines de milliers de personnes chaque année, mais c'est une niche quand même qui est assez intéressant de connaître, en fait, et qui peut permettre de bénéficier d'une exonération intéressante. Alors, même chose pour les personnes qui sont hébergées dans un EHPAD. J'ai dit tout à l'heure, voilà, ces personnes hébergées dans un EHPAD, elles vont bénéficier d'une exonération concernant une vente immobilière. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de l'exonération de l'ancienne résidence principale du contribuable. Logique, le contribuable, il est en EHPAD, il a encore son habitation, sa résidence principale, et peut-être va-t-il la vendre une fois qu'il est en EHPAD. Et donc, on peut s'interroger sur la qualification juridique et donc fiscale de cette résidence principale qui ne l'est plus en fin de compte. Parce que sa résidence principale, c'est devenu l'EHPAD et ce n'est plus la résidence principale qu'il occupait encore, par exemple, quelques mois plus tôt. Il y a des conditions strictes ici à respecter pour bénéficier de cette exonération. Alors qu'il y a une exonération qui peut être une exonération quand même très intéressante, quand on a des parents notamment qui se retrouvent en EHPAD et qu'il y a la vente quelque temps plus tard de leur habitation principale, de leur ancienne habitation principale plutôt, et qu'on s'interroge de savoir s'ils vont être imposés dans le cadre des plus-values immobilières ou pas. Le cédant ne doit pas être assujetti à l'IFI. Bon, on part du principe que quelqu'un qui est assujetti à l'IFI n'est pas, voilà, il n'a pas besoin de bénéficier de cette mesure. Deuxième condition, il doit avoir un revenu fiscal de référence qui ne doit pas dépasser 29 230 €. Bon, c'est le dernier chiffre en date. Ça veut dire qu'en fait, on réserve cette exonération à des contribuables qui sont en dessous de ce revenu. On part du principe que ceux qui sont au-dessus n'ont pas besoin d'en bénéficier. Je ne juge pas, je ne fais ici que présenter les choses de manière extrêmement factuelle. Et puis, l'immeuble, évidemment, il ne doit pas avoir été occupé depuis l'entrée du propriétaire en EHPAD. Ah oui, parce que sinon, ça poserait problème. Et puis, la cession doit intervenir dans les 2 ans de l'entrée en EHPAD. Voilà. Alors, c'est peut-être l'élément le plus intéressant. Ça veut dire qu'en fait, quand on a un parent qui se retrouve en EHPAD, on a encore 2 ans, en fait, pour revendre
ce qui était l'habitation principale. J'en arrive cette fois, en fait, aux opérations concernées, parce que vous voyez, là, on a balayé. Alors, il y en avait d'autres, comme j'ai expliqué, il y en avait d'autres qui pouvaient éventuellement se présenter. Je n'ai pas voulu ici les citer, en tout cas dans le détail, parce que voilà, l'épisode il durerait 4 heures. Déjà, il va être un petit peu long, donc je surveille le temps en même temps que je parle, et je vois que le temps passe quand même assez vite. Donc, au final, quelles sont les opérations concernées? Les ventes d'un bien immobilier, logement, maison, terrain, évidemment, sauf exonération que je viens de citer, et les ventes par l'intermédiaire aussi d'une SCI, donc très important ça d'ailleurs, mais je ne traite pas de la question des sociétés civiles immobilières, pareil, pour pas alourdir la technicité en fait de tout ceci. Donc les ventes par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, dans le cas où c'est une SCI soumise à l'impôt sur le revenu, parce que c'est pas le cas des SCI soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, quand on vend par l'intermédiaire d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu, c'est une opération qui peut faire l'objet d'une imposition dans le cadre des plus-values. Là encore, c'est des questions qui sont souvent posées, certains se disant « mais tiens, est-ce que je ne risque pas d'être imposé si jamais je revends un bien dans le cadre d'une SCI ?» La réponse est oui, si ma SCI est soumise à l'impôt sur le revenu. Étape suivante, qui est la plus complexe. Voilà, qui est la plus complexe, je ne vais pas vous le cacher, je vais essayer d'être relativement simple, synthétique et pédagogique, mais après, si je ne l'ai pas été, vous pourrez toujours me poser des questions suite à l'épisode et je reviendrai s'il le faut là-dessus. Alors, c'est une question, c'est celle de la majoration du prix d'acquisition. Ça, c'est un traitement fiscal qui est extrêmement fondamental, puisque je vais avoir le droit d'ajouter des sommes au prix d'acquisition initial. Et évidemment, on se dit que si je fais ça, ça va être bénéfique pour le calcul final de mon impôt sur les plus-values immobilières. Bon, comment ça fonctionne? Il y a deux catégories de frais et de travaux que je peux ajouter. Il y a ce qu'on appelle les frais d'acquisition et il y a les travaux que j'ai réalisés quand je détenais pendant toute la durée de détention du bien. Donc on voit bien, il y a deux grandes catégories de montants que je vais pouvoir ajouter, les frais d'acquisition et la majoration pour travaux. Là où le système est un peu complexe, et c'est là où je dis, oui, c'est le notaire qui fait ça, donc on peut très bien ne pas s'en préoccuper. Concernant par exemple la majoration des frais d'acquisition, on va avoir le choix entre deux possibilités. Une première option qui va être de prendre les frais réels d'acquisition tels qu'ils ont été enregistrés au moment de l'acquisition. Ils sont de deux ordres. Les frais réels, ça peut être soit les frais notaires que j'ai payés au moment de l'acquisition de mon bien, soit éventuellement les droits de succession que j'ai payés au moment de la transmission du bien. Mes parents sont décédés, j'ai payé des droits de succession liés par exemple à une maison que j'ai héritée, j'ai payé des droits de succession, donc ça c'est ce qu'on appelle les frais réels. Voilà, ça correspond à une somme tangible, identifiée à l'euro près. Bon, ces sommes-là, je vais pouvoir les ajouter en fait à mon prix d'acquisition initial. Mais j'ai le choix de prendre cette option ou bien une option 2 qui représente 7,5% du prix d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir choisir soit les frais réels qui ont réellement été payés, soit les 7,5% du prix d'acquisition que je calcule forfaitairement. Et je vais avoir le choix de choisir. Bon, petite répétition dans ma phrase, mais je vais avoir la possibilité de choisir la solution entre les deux qui est la plus avantageuse pour moi. Alors, je vais prendre un exemple précis. Si par exemple, vous avez acheté il y a 10 ans un appartement neuf pour le louer et que vous vendez ce bien immobilier, vous avez bénéficié à l'époque de frais de notaire qui ont été des frais allégés par rapport à un achat dans l'ancien.
Alors vous vous dites, bon bah ok, donc j'ai bénéficié de frais allégés. Eh ben je vais pouvoir quand même choisir l'option forfaitaire à 7,5%, alors que cette option forfaitaire, si j'avais acheté dans le neuf à l'époque, sera beaucoup plus avantageuse pour moi, pour mon calcul de plus-value immobilière. Donc là, vraiment, c'est le contribuable qui choisit la solution des deux qui lui est la plus favorable. Bon. Alors ça, voilà, c'est pas là-dessus qu'on va réaliser quand même des gains fiscaux les plus intéressants. Les gains fiscaux les plus intéressants qu'on pourra réaliser, c'est évidemment sur les travaux. Donc les travaux, c'est les travaux que j'ai réalisés pendant la durée de détention du bien. Et là, je vais me retrouver de nouveau avec deux options. Première option, les frais réels. Alors, qu'est-ce que c'est les frais réels? Je vais regarder toutes mes dépenses, tous les travaux que j'ai réalisés pendant les 20 ans, par exemple, voilà, que j'étais propriétaire d'une maison de campagne. Alors, attention, c'est très ciblé, c'est pas tous les travaux. Quels sont les travaux que j'ai le droit de prendre? Les dépenses de construction, les dépenses de reconstruction, les dépenses d'agrandissement et les dépenses d'amélioration. Tout ça, j'ai le droit de prendre. Je prends des exemples. Je construis une piscine, ça rentre dedans. Donc je vais pouvoir ajouter le prix d'achat, d'installation, etc. de la piscine sans problème. J'ai rénové de fond en comble, je sais pas moi, un grenier, etc. Pas de souci, je vais pouvoir réintégrer ces sommes. J'ai démoli un garage pour en reconstruire un. Voilà, on rentre là-dedans. J'ai remplacé tout le chauffage central par un nouveau système de chauffage, etc. Ça rentre là-dedans. Bon, donc en fait, on a quand même une grande latitude. Mais il y a un bémol, et le bémol, il est énorme. C'est qu'il faut que j'ai des factures. Bah oui. Donc en fait, ça veut dire que tout ça, je l'ai fait faire par des artisans. Et je n'ai pas le droit d'intégrer uniquement des factures de matériaux. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, la très mauvaise nouvelle, pour ceux qui ont passé leur week-end pendant des années à retaper la vieille ferme pourrie qu'ils ont achetée et qu'ils ont transformée en palais. Eh ben eux, évidemment, ils sont un peu les laissés pour compte de ce type de traitement fiscal parce que ils n'auront pas de facture à présenter. Alors c'est assez amusant à ce sujet-là parce que il y a un cas qui est venu jusque devant le Conseil d'État. On avait un contribuable qui s'était amusé. Il avait pris toutes ses factures de matériaux achetés. Il avait comptabilisé tout le temps passé en travaux de rénovation par ses soins, le week-end, etc. Alors on était, je sais plus, bon je me souviens un peu exactement du cas, mais on était sur plusieurs centaines d'heures. Et il avait dit des centaines d'heures à tel prix horaire, taux horaire, ça coûte tant, les matériaux ça avait coûté tant, et il avait rajouté tout ça. Alors, évidemment, les impôts n'ont pas été trop d'accord, ils n'ont même pas été d'accord du tout. Lui, il est allé devant le tribunal administratif dans un premier temps. Bon, je fais l'histoire un peu courte. Au final, évidemment, il n'a pas obtenu satisfaction, ce qui montrait bien que les impôts n'acceptent pas ce type d'opération. Et donc, j'insiste bien, c'est pas une bonne nouvelle, ça, évidemment. Hein. Ça veut dire que on veut favoriser les travaux qui ont été réalisés par un artisan, etc., pour lesquels j'ai une facture en bonne et due forme. Donc là, c'est pareil. Au revoir pour celui qui a fait réaliser des travaux au black, qui a payé les gens comme ça en espèces sous la table. Oui. Alors, ce qu'il a obtenu d'un côté, il l'obtiendra pas quand il fera son opération. Ça appelle aussi une autre question. Ça veut dire qu'il faut avoir toutes les factures. Alors, c'est là où vous voyez que je trouve que c'est presque contre-productif d'attendre chez le notaire, la présence chez le notaire, pour se préoccuper. Oh, tiens, au fait, est-ce que j'ai bien toutes les factures des travaux que j'ai fait faire pendant 20 ans dans ma maison et qui vont me permettre de payer moins d'impôts sur les plus-values immobilières? Alors, quand on passe par un agent immobilier, en général, l'agent immobilier, il rappelle justement cette nécessité. C'est tout le problème de la vente entre particuliers. Alors, j'ai rien contre la vente entre particuliers, mais dans une vente entre particuliers, il n'y aura pas nécessairement un professionnel qui rappellera au vendeur
la nécessité de faire ces recherches, parce que des fois on n'a plus les factures, etc. Mais donc il y a presque une petite préparation en amont, hein, ici, qui est extrêmement intéressante. Et, je vous livre cette anecdote. Un jour, j'ai un ami notaire qui m'avait appelé en me disant, ouais, viens voir, je suis en train de, voilà, il était en train de faire une vente, hein, d'enregistrer une vente immobilière. Donc la vente immobilière était en cours, et c'était des gens qui avaient fait une rénovation absolument somptueuse, hein. Il y avait des travaux de mémoire pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors évidemment, vous vous doutez que... alors tout passait par un architecte, etc. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait rien au black, hein, dans l'histoire. Mais disons que... Quand je suis arrivé dans le bureau de cet ami, quand il m'a présenté le dossier concernant cette vente, je ne vous mens pas, il y avait pour 20-30 centimètres d'épaisseur de factures diverses et variées. Et toute la question était de savoir dans quelle catégorie elle rentrait, lesquelles rentreraient dans la catégorie permettant de majorer le prix d'acquisition et lesquelles ne le permettraient pas. Parce que ce que j'ai pas dit encore, c'est qu'il y a des catégories de travaux qui ne sont pas éligibles ici. C'est lesquels? C'est les travaux de réparation et de rénovation. Ceux-là, je n'ai pas le droit de les ajouter. Alors vous avez beau, qu'est-ce que c'est les travaux de rénovation? J'ai changé le papier peint, les peintures, etc. J'ai fait réparer les volets. Je parle de la réparation, etc. C'est des sommes qui, sur 10, 20, 22 ans, je cite 22 ans volontairement, peuvent représenter quand même des montants relativement importants, mais ces travaux de réparation et de rénovation ne seront pas éligibles, je ne pourrai pas les ajouter. Donc vous voyez, et c'est un peu la raison pour laquelle j'insiste autant sur cette majoration du prix d'acquisition. Vous voyez que il faut quand même, il y a un tri à faire en fait, voilà, dans les travaux qui ont été réalisés pendant la durée d'acquisition et pour voir comment ils seront traités fiscalement. Tous ces travaux aux frais réels qui auront été donc réalisés, sont les conditions que je viens de vous indiquer. Pareil, j'ai une option forfaitaire. L'option forfaitaire, c'est 15% du prix d'acquisition. C'est-à-dire que je vais comparer entre le montant total de mes travaux réalisés et 15% du prix d'acquisition, et je vais prendre ce qui est le plus avantageux pour moi. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, éventuellement, pour ceux qui n'ont jamais fait de travaux. Parce que ceux qui n'ont jamais fait de travaux, ils peuvent bénéficier quand même de ces 15% du prix d'acquisition. C'est un peu logique, on part toujours du principe que quelqu'un fait un minima des travaux et que, si jamais il n'a plus de facture ou qu'il a fait une partie justement des travaux lui-même, il pourra quand même bénéficier de ces 15% du prix d'acquisition. Attention, ça c'est uniquement si vous avez détenu votre bien pendant au moins 5 ans. Hein, voilà. Donc là encore, on voit la logique de départ. Au début, je vous ai dit, mais la logique fiscale, c'est que le contribuable ne revende pas trop vite. Ouais, on le voit bien, vous voyez, sur une micro-mesure de ce type, c'est 15% du prix d'acquisition que je peux rajouter en fait à ce prix d'acquisition. Eh bien, oui, à condition que j'ai conservé le bien pendant au moins 5 ans. Alors oui, là, ce traitement fiscal dans lequel je suis rentré dans le détail, vous voyez qu'il est fait par le notaire, évidemment. Il y a un logiciel qui permet d'automatiser tout ça. Moi, je trouve toujours intéressant pour un vendeur, pour un investisseur, vous voyez, de maîtriser un peu tout ça et de savoir où il va mettre les pieds en termes de vente au moment du calcul de son impôt sur les plus-values immobilières. Quatrième étape, si on suit scrupuleusement les étapes que j'ai définies tout à l'heure, quatrième étape, c'est la diminution du prix de cession. Je vais avoir la possibilité de diminuer mon prix de cession sur un certain nombre de points. Mais là, il y a peu de marge de manœuvre. Quelles sont les dépenses autorisées que je vais pouvoir enlever à mon prix de cession ? La première, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est les honoraires que j'ai versés à l'agent immobilier, si bien sûr j'ai fait appel à un agent immobilier. Ensuite, il y a les diagnostics immobiliers, mais
on va jamais se priver d'enlever le montant des diagnostics au prix de cession, bien sûr. Mais c'est pas ça qui va changer la face du monde, hein, même si on trouve toujours que les diagnostics coûtent trop cher. C'est pas ça qui va peser de manière décisive sur le calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière. Et troisième élément, c'est les frais de levée d'hypothèque. Si j'étais dans le cadre d'un prêt immobilier, je vais lever l'hypothèque au moment de la vente et je vais avoir le droit de prendre ces frais pour diminuer mon prix de cession. Voilà. Donc on voit déjà à ce stade-là, on voit en fait le levier que j'ai eu, les différents leviers. Alors les leviers que j'ai, c'est, je les répète, je l'ai déjà dit, je me prends mon prix de vente et à ce prix de vente, je vais diminuer un certain nombre d'éléments, ceux que j'ai cités. Voilà, les honoraires de l'agence, les frais de levée d'hypothèque, les diagnostics. Ensuite, je vais enlever à ça le prix d'acquisition, mais un prix d'acquisition qui est majoré, des travaux, des frais d'acquisition, frais de notaire notamment au moment de l'achat de mon bien. Et tout ça, ça va me donner une plus-value brute. Voilà. Alors déjà, à ce stade-là, je sais davantage où je vais aller sur mon imposition. Mais c'est pas terminé. Et c'est dans cette deuxième étape, dans cette deuxième phase où, là encore, on va pouvoir réaliser des économies. Enfin, plutôt un gain fiscal, plutôt que parler d'économie, un gain fiscal qui peut être un gain fiscal important. Alors, ce gain fiscal important, ça va être sur ce qu'on appelle les abattements pour durée de détention. Alors, qui est un peu une usine à gaz, hein, quand on ne connaît pas ça de manière approfondie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux abattements? En fait, on va prendre notre plus-value brute, c'est-à-dire ce qu'on a calculé précédemment. Une fois que j'ai fait tout mon traitement fiscal, j'arrive à ma plus-value. Et en fait, on va calculer deux choses en parallèle. On va calculer l'impôt et en parallèle, on va calculer les prélèvements sociaux. C'est ce que je vous ai dit dès le départ, en introduction. Je vous ai dit on va payer 19% forfaitaire d'impôt sur le revenu et on va payer 17,2% de prélèvements sociaux. Si je prends déjà l'impôt, on va bénéficier d'un abattement qui est un abattement de 6% par année de détention à partir de la 6e année. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la 6e année de détention, tous les ans, je vais accumuler un abattement de 6%. Donc en clair, ça veut dire 6e année, j'ai un abattement de 6%, la 7e année, j'ai un abattement de 12%, la 8e année, j'ai un abattement de 18%, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça va aboutir, si jamais j'ai détenu mon bien longtemps, qu'à partir de la 22e année, je ne paierai plus d'impôt, en tout cas à 19%, sur cette partie à 19%, je ne paierai plus d'impôt, puisque c'est sur cette plus-value nette que vont être calculés ces fameux 19% d'impôts que je dois payer. Donc compte tenu des abattements, il est fort possible que les abattements s'ajoutant, et si j'ai conservé le bien suffisamment longtemps, je n'aurai rien à payer dans cette catégorie. C'est au bout de 22 ans. Mais il y a les prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux, ils peuvent faire mal quand même, indépendamment de cette partie d'impôt à 19%. Parce que les abattements pour les prélèvements sociaux qui sont calculés en parallèle, oui, mais ils ne sont pas à 6% par année de détention. Ils ne sont qu'à 1,65% par année de détention. C'est pas lourd quand même, à partir de la 6e année. Et là, les prélèvements sociaux, il faut 30 ans pour, par le jeu des abattements, arriver en fait à une situation d'exonération totale. Ce qui fait que, juste pour rester sur ce principe, ça veut dire que au bout de 23 ans, par exemple, de détention d'un bien, et je le revends, je ne paie plus d'impôt à 19%, mais je continue de payer des prélèvements sociaux. Voilà. Et je continuerai de payer des prélèvements sociaux jusqu'à la 30e année de détention du bien. Puis après, je ne paierai plus d'impôts. Bon. Donc voilà l'architecture globale de ces plus-values immobilières. Mais il reste encore une petite chose.
qu'on appelle la poire pour la soif, voilà, une vieille expression que des fois j'aime bien. Bon, la poire pour la soif en matière fiscale, c'est pas trop le cas. Bon, il existe une éventuelle surtaxe. L'éventuelle surtaxe, c'est quand vous avez une plus-value supérieure à 50 000 euros, une fois que vous avez calculé votre abattement au titre de l'impôt, donc les fameux l'abattement à 6%, bah, si jamais vous avez une plus-value nette qui est supérieure à 50 000 euros, vous allez encore payer une surtaxe. Alors, c'est une surtaxe qui ne va pas, voilà, pour éviter de faire peur, ça va pas doubler ou tripler le montant de votre plus-value immobilière, mais ça va rajouter quand même un petit surplus supplémentaire dont on se serait bien passé dans la mesure évidemment où on est face à une plus-value immobilière quand même relativement conséquente. Mais compte tenu de l'augmentation des prix de l'immobilier ces 20 dernières années, bah, c'est pas une vue de l'esprit que de se retrouver avec cette éventuelle surtaxe à payer. Voilà. Bien, alors ce 4e épisode est terminé. J'espère qu'après cet épisode, les questions liées à la plus-value immobilière et à l'imposition de cette plus-value vous sont beaucoup plus claires. J'espère, en tout cas, c'était le but. Alors 2 choses avant de se quitter. La première, comme depuis le début de cette série spéciale fiscalité immobilière, si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas. Vous posez vos questions dans les commentaires, soit sur YouTube, soit dans les commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Vous pouvez m'écrire aussi directement sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, j'en oublie au passage, sur Instagram. Voilà, donc vous m'écrivez, je vous répondrai le plus gentiment du monde. Il n'y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, je vous signale que l'un d'entre vous avait posé une question très précise en me contactant sur LinkedIn. J'y ai consacré carrément tout un épisode. C'est l'épisode précédent. Voilà, donc on communique et j'essaie, dans la mesure du possible, de répondre à ces questions-là. Et dernière chose aussi, avant de vous laisser, n'oubliez pas que toute cette série spéciale fiscalité immobilière sera clôturé par un e-book gratuit qui peut vous être envoyé si vous le souhaitez. En fait, il reprendra l'ensemble des éléments contenus dans ces épisodes. Ça sera une synthèse écrite, donc ce qui peut vous être très utile, parce que sur ces questions de fiscalité, c'est pas toujours évident à suivre comme ça par la voix ou par la vidéo si vous regardez l'épisode sur YouTube. Donc, vous prenez pareil j'ai mis un lien dans les notes de l'épisode. En allant sur ce lien, vous vous inscrivez et gratuitement vous recevrez courant septembre l'e-book gratuit qui sera la synthèse, un e-book intitulé L'essentiel de la fiscalité immobilière. Et voilà, je vous dis à très bientôt.